Bonjour camarades. Il y a maintenant bientôt 10 ans, à partir de la fin 2010, une puissante vague révolutionnaire a secoué l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Des manifestations localisées partant des régions les plus pauvres et marginalisées de la Tunisie se sont rapidement transformées en une insurrection nationale. La répression policière meurtrière ne faisant qu'alimenter davantage la colère contre un régime honni et corrompu, une colère qui aboutira dans la deuxième semaine de janvier 2011 à une déferlante de grèves de masse dans plusieurs régions successives qui précipitèrent la chute du dictateur tunisien Ben Ali et sa fuite en Arabie Saoudite. Rapidement, cette victoire arrachée par la lutte de masse donna un shot de confiance à des millions de pauvres, de travailleurs et d'opprimés dans l'ensemble de la région, qui n'étaient plus prêts à accepter de continuer à vivre dans la misère, le chômage et le despotisme, tandis qu'une poignée d'élites corrompues s'enrichissait allègrement aux dépens de tout le reste de la société. Dans un contexte actuel d'augmentation incessante des prix des produits alimentaires, il est bon de se rappeler qu'un catalyseur important de cette gigantesque explosion populaire fut la hausse des prix des produits de base, en particulier du pain, qui rendait la vie quotidienne de plus en plus insoutenable pour des couches grandissantes de la population. Après la Tunisie, c'est l'Égypte qui se souleva à son tour, et bientôt des soulèvements et mouvements de protestation d'ampleurs diverses se répandirent en Libye, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Maroc, en Jordanie, au Liban, dans les territoires palestiniens, en Irak et ailleurs. Partout, le mur de la peur s'écroulait, les masses faisant preuve d'une bravoure héroïque face à la répression des milices, face aux balles des snipers et de la police. Un même slogan se répétait et résonnait partout, Sha'ab yurid isqat nidam, le peuple veut la chute du système. Au-delà des frontières, les masses prirent conscience tout à la fois de la similitude de leurs conditions et de leur puissance collective pour lutter et transformer ces conditions. Ce processus révolutionnaire éveilla les espoirs et les attentes de millions de personnes dans toute la région, et l'admiration et l'inspiration de bien d'autres aux quatre coins de la planète. Mais il fit aussi trembler les classes dirigeantes, les régimes tyranniques et les forces impérialistes qui avaient soutenu ces régimes pendant longtemps, un soutien qui s'était récompensé en termes de profits généreux pour les multinationales et les banques occidentales. Ceux et celles qui croient à la fable selon laquelle la politique étrangère de la future administration américaine de Joe Biden sera focalisée sur les droits de l'homme devraient se demander par exemple pourquoi toute l'administration démocrate d'Obama, dont Biden était le vice-président à l'époque, défendit la dictature égyptienne de Hosni Moubarak jusqu'à la dernière minute. Joe Biden lui-même déclara que Moubarak n'était pas un dictateur et ne devrait pas démissionner face aux protestations croissantes contre son règne, un règne de près de 30 années auquel les masses égyptiennes mirent un terme moins d'un mois après cette déclaration embarrassante. Partout, il semblait soudainement qu'après des décennies de dictature, de déclin humiliant, de guerre et de pillage néocolonial, de terrorisme et de pauvreté, un changement radical était enfin à portée de la main. L'idée tenace d'un Moyen-Orient embourbé dans les conflits sectaires fut totalement retournée sur sa tête, alors que dans un pays après l'autre, des scènes de solidarité entre différentes communautés furent observées, les masses comprenant la nécessité de s'unir dans la lutte contre leurs oppresseurs. En Égypte, par exemple, les chrétiens coptes protégeaient les musulmans qui priaient sur la place Tahrir et vice-versa. Brisant les traditions conservatrices et patriarcales, les femmes s'investissaient dans tous les aspects de cette lutte historique. De manière générale, la révolution semblait rendre possible tout ce qui avait été impensable et impossible la veille. Au travers de ce combat frontal contre l'oppression et l'exploitation, les prémices d'une société nouvelle semblaient émerger des actions, des occupations, des manifestations et des grèves de masse. C'est sans aucun doute en Tunisie et en Égypte que le processus révolutionnaire fut dans un premier temps poussé le plus loin. Cela était dû à l'intervention à une échelle de masse de la classe des travailleurs dans l'action, à partir de son outil de lutte privilégié, la paralysie de l'économie par la grève, qui fit trembler la bourgeoisie, et força cette dernière à lâcher du lest plus rapidement et plus facilement qu'ailleurs pour préserver son système. Dans ces deux pays, des comités populaires et révolutionnaires virent le jour dans une multitude de quartiers et de localités, défiant l'appareil d'État de la dictature, se substituant à la police pour organiser la sécurité, et tentant de réorganiser toute une série de tâches quotidiennes selon la volonté des masses en mouvement. Dans beaucoup d'entreprises et lieux de travail, des managers corrompus furent dégagés par des travailleurs en colère. Pourtant, bien que les classes dirigeantes furent initialement prises par surprise, elles se ressaisirent vite et organisèrent la riposte. Les victoires des premières semaines ne pouvaient pas dissimuler pour longtemps le fait que le système lui-même n'avait pas été délogé et que le pouvoir politique demeurait en définitive dans les mains des classes possédantes, et le manque d'une alternative a commencé à peser lourdement, bien qu'à différents degrés selon la situation existante dans chaque pays.
Marx expliquait que les humains créent leur histoire non sur base de conditions qu'ils déterminent à l'avance, mais sur la base de conditions héritées du passé. Ces conditions impliquaient un peu partout une présence et influence très faible de la gauche organisée et l'absence d'outils politiques propres au mouvement ouvrier et révolutionnaire. Les masses avaient une conscience claire et déterminée de ce qu'elles ne voulaient plus, mais pas une idée claire de ce avec quoi remplacer ce qu'elles ne voulaient plus. De plus, chaque pays était entré dans la danse avec ses propres caractéristiques, sa propre histoire, sa constellation de forces politiques spécifiques. De fortes traditions tribales en Libye, des appareils d'État érigés sur la base du sectarisme en Syrie et en Irak, une pénétration importante de l'armée dans l'économie et la politique en Égypte. Tous ces éléments, bien que poussés sur la défensive au début des mouvements, rejaillirent avec d'autant plus de force que le mouvement révolutionnaire n'avait pas d'alternative ni de programme bien défini à contreposer aux forces de la contre-révolution. De plus, les puissances impérialistes, voyant leurs intérêts menacés par cette vague révolutionnaire, ne restèrent évidemment pas sans broncher. Les bombardements de l'OTAN en Libye répondaient à une volonté de l'impérialisme occidental de reprendre la main sur le processus en cours et restaurer son prestige meurtri. À leur tour, les dictateurs libyens et syriens, Muammar Kadhafi et Bachar al-Assad, instrumentèrent la peur de l'intervention impérialiste pour se préserver un soutien et diviser le mouvement de révolte. Tous deux se jouèrent aussi dans un même but des divisions communautaires, tribales, régionales et religieuses, facilitées par la faiblesse du mouvement ouvrier organisé dans leurs pays respectifs. En Syrie, en Libye, mais aussi au Yémen, les révolutions se sont mutées en guerres civiles prolongées, alimentées par des interventions extérieures. Après une seconde et puissante révolte contre le règne des frères musulmans qui avaient remporté les premières élections après la chute de Moubarak, la révolution égyptienne a succombé à la contre-révolution, la résistance étant petit à petit étouffée par la répression militaire sauvage suite au coup d'état militaire de Abdel Fattah el-Sisi à l'été 2013. Alors que Daesh, aussi connu sous le nom du soi-disant État islamique, se nourrissant de la désillusion ambiante et des revers de la révolte syrienne, s'emparait de pans entiers de territoire en Irak et en Syrie la même année, imposant un règne de terreur et de violence extrême sur les zones sous son contrôle. Dans un tel contexte, beaucoup succombèrent à l'époque à l'idée que le processus révolutionnaire dans la région était terminé. Dans un article publié en décembre 2016, intitulé « La tragédie syrienne signale la fin des révolutions arabes », le journaliste britannique Robert Fisk, pourtant fin connaisseur de la région, écrivait par exemple « Tout comme l'invasion catastrophique anglo-américaine de l'Irak a mis fin à l'épopée occidentale des aventures militaires au Moyen-Orient, la tragédie syrienne garantit qu'il n'y aura plus de révolution arabe. » Notre internationale, bien que consciente dès le début des limites du processus, ne l'avait jamais enterré aussi facilement pour autant. Nous avions gardé une confiance dans la capacité des masses à se relever et à se relancer dans de nouveaux assauts contre l'ordre ancien, ou contre de soi-disant nouveaux régimes ne faisant que répéter les politiques du passé. À l'époque de la vague révolutionnaire en 2010-2011, nous expliquions que les mouvements de masse ne pourraient pas durer indéfiniment et qu'ils se heurteraient à de sérieuses complications ainsi qu'à des défaites en raison du manque de partis et de direction pour les représenter. Mais nous soulignions également que les contre-révolutions, vu leur incapacité à se reconstruire une base sociale solide dans un contexte de crise généralisée du système capitaliste, et reproduisant tous les ingrédients qui avaient mené à l'explosion révolutionnaire initiale, ne pourraient reprendre la main durablement, et que les processus révolutionnaires allaient inévitablement rejaillir avec des révoltes encore plus profondes par les masses laborieuses et les pauvres de la région. Et c'est ce qui se reproduisit à partir de décembre 2018, lorsqu'une autre chaîne de soulèvements et de révolutions explosa, à commencer par le Soudan. En février 2019, la population algérienne dévala dans les rues à son tour, après que le président Abdelaziz Bouteflika ait annoncé son intention de briguer un 5e mandat. Bouteflika fut forcé par l'armée d'abandonner le pouvoir suite à un mouvement spontané de grève quasi généralisée, s'étalant sur plusieurs jours, et le tyran soudanais Omar al-Bashir connut le même sort une semaine plus tard. Bien qu'ayant sa dynamique propre, cette nouvelle vague révolutionnaire s'appuyait sur certaines leçons dégagées de l'expérience de la première. En particulier, une compréhension plus approfondie que pour une lutte réussie, aucun répit ne pouvait être offert une fois que la tête des régimes était tombée, et qu'il fallait au contraire redoubler d'efforts pour déraciner les structures et les institutions qu'il y avait en dessous. Au Soudan, un conseil militaire composé de généraux dont les mains étaient pleines de sang des crimes, des tortures et des guerres de la dictature d'al-Bashir s'arracha le pouvoir, tandis qu'à la place de Bouteflika, un président sans aucune légitimité populaire
fut installé par les militaires. Mais dans les deux cas, les manifestations ne s'arrêtèrent pas, que du contraire. Un slogan populaire scandé lors du sit-in à Khartoum, au Soudan, était « Soit la victoire, soit l'Égypte ». Le slogan « L'Algérie est insiciable » fut aussi exprimé dans les rues algériennes. Ces exemples démontraient que l'expérience du coup d'État militaire égyptien avait pénétré la conscience populaire à l'échelle régionale et que les masses avaient tiré les enseignements de l'échec de la révolution égyptienne. Il démontre également les instincts internationalistes qui ont animé ces mouvements révolutionnaires depuis leur début, les masses considérant la lutte dans chaque pays, en quelque sorte, comme leur lutte aussi. Ce n'est donc pas une coïncidence si la même année, à partir d'octobre 2019, les peuples d'Irak et du Liban se levèrent eux aussi. Les conditions en Irak et au Liban sont extrêmement différentes, mais en réalité extrêmement similaires. Le sort des populations de ces deux pays s'est retrouvé dans les mains d'un consortium de dirigeants et seigneurs de guerre sectaires, riches et corrompus, qui en apparence sont en désaccord les uns avec les autres, mais en réalité sont prêts à s'unir dès que le système garantissant leurs intérêts mutuels est menacé. Les deux soulèvements ont identifié que la source de leur malheur n'est pas une religion ou une autre, une stratégie éprouvée depuis longtemps pour maintenir les travailleurs et les classes populaires divisées, mais que leur ennemi est en fait les classes dirigeantes dans leur intégralité, le réseau de relations clientélistes qui les soutiennent, les milieux économiques affairistes qui profitent de leur emprise sur le pouvoir pour s'enrichir. En Iran aussi, on a vu une succession de mouvements de masse, surtout à partir de la fin 2017, début 2018, avec un nouveau pic en novembre de l'an dernier, tandis que la base sociale du régime pourri des mollahs s'effrite presque de jour en jour. Le rôle impérialiste régional de l'Iran, les sanctions ainsi que les tensions et menaces militaires planant sur ce pays ont tendance à éclipser dans la couverture médiatique la résistance ouvrière authentique qui s'y développe, une résistance qui rencontre généralement la répression la plus brutale. À l'instar de ce qui se passe ailleurs, la rage des masses iraniennes est animée non seulement par la soif de liberté démocratique, mais aussi et peut-être même surtout par la détérioration incessante des conditions matérielles d'existence, les inégalités grotesques et la suppression des subventions d'État sur les produits de première nécessité. Il est à noter par ailleurs que c'est exactement ce même type de politique que les institutions financières internationales continuent de préconiser pour la région. Malgré les divisions nationales et religieuses entretenues par les cliques au pouvoir, l'inspiration mutuelle des mouvements en Irak, au Liban et en Iran était absolument évidente. Les manifestants iraniens, par exemple, descendaient dans la rue en scandant « L'ennemi est à la maison », montrant par là non seulement leur solidarité avec les soulèvements au Liban et en Irak, mais aussi leur opposition aux interventions militaires du régime iranien dans ces pays. En octobre de l'an dernier, les occupants de la place Tahrir à Bagdad envoyèrent un message de solidarité aux manifestants iraniens, insistant sur le fait que leur problème se trouvait uniquement au niveau du régime iranien, lequel soutient les politiciens et criminels corrompus en Irak, et qu'ils espéraient pouvoir construire des relations fortes et durables avec le peuple iranien, qui lui aussi mérite un gouvernement juste. La réverbération et l'influence mutuelle de ces luttes en a été une caractéristique essentielle, basée sur la réalisation de leur inséparabilité dans le cadre d'un système planétaire reproduisant les mêmes logiques partout. Cette question de solidarité internationale ne s'est d'ailleurs pas limitée à cette région. En 2011 déjà, des millions de travailleurs et de jeunes du monde entier suivaient les événements révolutionnaires en temps réel. L'impact international de ces mouvements s'est manifesté quelques semaines après la chute de Moubarak, lorsqu'un mouvement de masse éclata dans le Wisconsin, aux États-Unis, contre les attaques antisyndicales, avec des banderoles et des pancartes se référant explicitement aux luttes révolutionnaires en Tunisie et en Égypte. Et bientôt, la même année, le mouvement Occupy Wall Street et celui des indignés éclata en Espagne, en Grèce et dans d'autres pays. L'année passée, des révoltes de masse ont éclaté depuis le Chili jusqu'à Hong Kong, et les grèves et marches pour le climat ont démontré la volonté de millions de jeunes et de moins jeunes de se battre pour en finir avec la catastrophe écologique que ce système occasionne. Cette année, les manifestations de Black Lives Matter contre le racisme et la violence policière se sont répandues comme une traînée de poudre à l'échelle internationale. Tout cela fait preuve d'une plus large reconnaissance que la souffrance d'un peuple dans un coin de la terre est la souffrance de tous, un sentiment qui s'est renforcé au vu de la triple catastrophe économique, climatique et sanitaire à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés. Bien que durant cette année 2020, beaucoup de ces luttes ont été initialement durement frappées par la pandémie,
la deuxième partie de l'année a illustré le fait qu'elles sont bien loin d'être terminées, que du contraire. Même en Syrie, des protestations appelant ouvertement au renversement d'Assad ont éclaté en juin de cette année. Cet été, l'Iran a été traversé par une vague de grèves sans précédent depuis la révolution de 1979, et encore en octobre, le pays a enregistré un total de 341 manifestations dans 83 villes, avec une moyenne de 11 protestations par jour. En septembre, l'Égypte fut témoin de 6 jours consécutifs de manifestations dans plus de 40 villages, la première fois que des manifestations appelant au départ de Sisi avaient lieu dans plus d'une province égyptienne à la fois. Il est donc clair que quel que soit le degré de violence qu'elles déchaînent, les classes dirigeantes ne peuvent jamais complètement éteindre la flamme de la révolte et de la résistance. Les deux vagues révolutionnaires ont été séparées par près d'une décennie, mais il faut les considérer comme faisant partie d'un processus révolutionnaire continu dans toute la région. Un processus qui, avec l'incapacité du capitalisme et des classes dirigeantes à résoudre les contradictions politiques, économiques et sociales qui ont donné naissance à ces mouvements, est appelé à se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Même en Tunisie, dont la transition démocratique est souvent présentée comme une success story, la réalité est bien différente du mythe, et les difficultés économiques sont pires que sous le régime de Ben Ali. Un sondage d'opinion publié en novembre 2020 par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux en dit long sur ce qu'en pensent les pauvres, jeunes et travailleurs en Tunisie même. 83,6% des jeunes disent considérer la société tunisienne inéquitable, 71,3% la jugent pas fondée sur de bonnes bases, 69,7% estiment que l'État ne répond pas aux besoins de base, et 81,6% pensent que l'État privilégie les riches. Récemment, des mouvements de protestation et de grève simultanés se sont étendus à plusieurs gouvernorats de la Tunisie. La semaine dernière, une grève générale a encore frappé la région de Kélouan pour demander des emplois et une amélioration immédiate des services de santé et de l'infrastructure. Ceci dit, tout en saluant la poursuite nécessaire de ces luttes, nous ne pouvons pas nous arrêter à ce constat. À la lumière des drames, des contre-révolutions et des bains de sang qui se sont déroulés dans la région au cours de la dernière décennie, l'idée que les passions populaires et la lutte spontanée vont suffire à elles seules à éradiquer l'ordre ancien et en finir avec le système d'exploitation et d'oppression actuel est inadéquate. Tous ces mouvements ont montré que face à un ennemi puissant et organisé, une classe dominante consciente de ses intérêts, le changement révolutionnaire ne peut pas être laissé à la simple chance et spontanéité. Si la spontanéité révolutionnaire peut dans un premier temps représenter un atout pour surprendre et déstabiliser le camp adverse, cet avantage se transforme en désavantage, en facteur déstabilisant pour la révolution s'il n'est pas dépassé. Ce que toutes les luttes qui ont éclaté dans la région ont montré au cours des 10 dernières années, c'est que si elles ne sont pas armées d'un programme ainsi que d'organisation pour le mettre en œuvre, elles finiront par aboutir à des reculs, par se dissiper, au pire par être manipulées et récupérées pour servir l'agenda de forces réactionnaires. Un parti, un programme et une direction politique sont nécessaires pour organiser les masses laborieuses, la jeunesse et tous les opprimés, faire avancer leur lutte et les mener jusqu'au renversement du capitalisme. Malheureusement, plutôt que de se saisir de ces luttes révolutionnaires historiques pour s'enraciner parmi les travailleurs et les jeunes, plutôt que de se tourner pleinement vers le mouvement de masse et de chercher à s'en faire l'expression politique sur la base d'une opposition résolue à ce système, la gauche s'est bien souvent tiré les balles dans le pied en cherchant toutes sortes d'arrangements et de compromissions avec les représentants de ce système. Au Soudan, l'association syndicale des professionnels soudanais, qui a joué un rôle de premier plan dans les mobilisations contre le régime d'Al-Bachir, a formé une coalition avec diverses forces d'opposition, connues sous le nom de Force pour la liberté et le changement, laquelle a conclu en août de l'an dernier, sur le dos de la population, un partage de pouvoir avec les généraux contre-révolutionnaires. En Syrie, des pans entiers de la gauche internationale se sont fourvoyés dans une fausse dichotomie, certains s'appuyant sur des définitions archaïques de l'anti-impérialisme pour justifier l'injustifiable en applaudissant aux massacres et aux bombes d'Assad et de ses soutiens, tandis que d'autres glorifiaient des bandes armées et des militants djihadistes au nom du soutien à la révolution contre le régime, ou encore exigeaient que les forces impérialistes occidentales s'impliquent davantage dans la guerre. En Tunisie et en Égypte, les partis les plus influents de la gauche locale ont porté leur appui à des forces de l'ancien régime au nom de la lutte contre les islamistes et les frères musulmans, pavant la voie à leur propre destruction. Il est donc nécessaire de tirer les leçons de ces erreurs pour les batailles à venir. En particulier,
la nécessité de garantir l'indépendance politique du mouvement ouvrier et révolutionnaire face aux forces et partis capitalistes, et d'encourager à chaque étape la lutte par des moyens qui lui sont propres. Aussi, la compréhension qu'il n'y a pas de raccourci possible. Bien que chaque petite victoire est importante, aucun progrès durable n'est possible tant que la société reste dirigée par la loi du profit et l'économie contrôlée par une minorité dont les intérêts et la position dépendent de l'appauvrissement et la subjugation de la majorité. C'est pourquoi organiser les masses à l'échelle internationale pour unifier toutes les luttes en une seule lutte globale pour renverser le système capitaliste et construire une alternative socialiste démocratique est la meilleure manière d'honorer et poursuivre le combat, les efforts et les sacrifices entamés par les masses laborieuses et les exploités de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient il y a 10 ans. Solidarité, camarades.